Salut les amis, je vous propose une petite chronique, un petit texte. J'ai essayé de faire chaque semaine le lundi, vous recevrez ça en arrivant au bureau. Et puis la première chose que vous ferez, c'est peut-être de l'écouter, de le regarder, ça vous permettra de démarrer en fanfare. Les amalgames, ça suffit. On n'arrête pas de lire dans des journaux, et pas que des satiriques, d'indignes allusions à la petite taille de Nicolas Sarkozy, à demi-mot en plus, et même de le traiter de dictateur, que soi-disant ça lui aurait posé des problèmes de confiance en lui quand il était petit, encore plus petit, et qu'il compenserait ça par une hyperactivité et d'incessantes tentatives de péter tellement plus haut que son cul, que des odeurs peu engageantes lui sortiraient d'entre les omoplates, bref, des horreurs inacceptables auxquelles je dis stop. Comme j'ai pu le lire d'un internaute perspicace sur un forum de la majorité, heureusement pas toujours silencieuse, j'aime plus mieux un bon nabo qui se remute qu'une grande feignasse qui foutrait que dalle. En effet, est-ce que le képi de sécurité en tôle que le général de Gaulle portait en permanence parce que soi-disant il en avait marre de se cogner le crâne en passant les portes, l'a empêché de monter dans le bateau pour aller cogner son grand nez dans des micros à Londres? Non, merde. En tout cas, moi, si on me demandait, j'aimerais autant qu'on ne me demande pas, mais vous savez bien ce que c'est, on me demande toujours des trucs, qu'y a-t-il de commun entre Nicolas Sarkozy, Napoléon et Franco? En ce qui me concerne, je dirais personnellement pour ma part et sans aucune hésitation, ni même aucune appréhension, après avoir quand même tourné la tête dans tous les sens pour voir si j'étais bien seul, rien, il n'y a rien de commun. Non, rien. Et je ferai remarquer à monsieur le président du tribunal que non seulement il n'y a rien, mais qu'en plus j'ai bien fait gaffe à ne pas rajouter dans la liste le petit chancelier allemand à la petite moustache dont le nom est tabou, et avec lequel pourtant il n'y a aucune ressemblance non plus. Vous voyez que je suis prudent. Je n'ai pas rajouté non plus Omar Bongo, mais ça n'a aucun rapport. Si j'ai pas mis Omar dans la liste, c'est uniquement pour faire plaisir à Brice Hortefeux, qui restera pour moi le meilleur nettoyeur de la France, un bon gars, doux comme une papillote de Noël. Alors que si je peux me permettre, Éric Besson n'est qu'un bout de chewing-gum sans goût prémâché, entre les chicots branlants d'un vieux pervers alcoolique puant de la gueule, tout juste bon être collé entre les doigts de pied d'un SDF qui s'est pas lavé de l'hiver, afin d'empêcher la crotte de chien dans laquelle il vient de marcher de remonter par le trou qu'il a dans le croque-nez percé. Voilà, c'est dit. Reviens, Brice. Tu nous manques, les gosses de sans-papiers ne cessent de pleurer dans les centres de rétention hurlant « Brice, reviens !» Fin de l'apartheid. Je sais qu'à cette question, qu'y a-t-il de commun entre Sarko, Napo et Franco? Certains mauvais esprits à ma place ne se seraient pas gênés pour répondre, en hésitant à cause de la mauvaise interprétation possible, et heureusement condamnable, la taille, peut-être. Oui, je demande à Nicolas un peu de sa clémence légendaire, pour cet aveuglement de gauchiste frustré, même si je suis sûr que ni lui, ni Napo, ni Franco ne porteront plainte, car dans ce cas-là, les mêmes mauvais esprits ne manqueraient pas de les accuser d'avoir eu en commun une certaine susceptibilité, ce qui n'est pas le cas. Franco ne porterait pas plainte parce qu'il est espagnol et bon, les lenteurs administratives, on sait ce que c'est, ça empêcherait sans doute sa plainte d'aboutir, à moins qu'au cours d'un voyage en Espagne, un connard d'Ibérique et l'ancien Nicolas, marchate pobre gilipollas, c'est ce que ça veut dire, bon, et que donc le Franco lui a rendu service en faisant fusiller l'impertinent. Là, je dis pas, un service doit en appeler un autre. Mais il ne porterait pas plainte surtout parce qu'il s'en foutait qu'il était petit, Franco. Il n'avait pas besoin de voir un psy, soigner lui-même. Il allait trouver un moyen, il compensait son complexe en torturant ses opposants dans des caves tellement basses que même lui, il se cognait s'il se baissait pas, enfin bref, ça lui faisait oublier qu'il était petit. Napo ne porterait pas plainte non plus parce que lui aussi avait un moyen pour ne pas souffrir de sa petite taille. Des historiens très sérieux, d'après le philosophe Albert Mellet, il s'agirait même d'historiens bretons. Donc des historiens ont découvert que si Napoléon faisait des campagnes incessantes pour conquérir de nouveaux territoires, c'était juste pour avoir le plaisir de les diriger lui-même de son QG, qui était situé sous une tente de 2,20 m de haut au milieu et de 1,80 m sur les bords, une tente sous laquelle lui aussi oubliait qu'il était petit. Sauf en Russie, il n'a pas pu l'oublier, parce que avec le froid, son corps avait encore rétréci, toutes les parties de son corps avaient rétréci même, et ça lui avait foutu le moral en l'air, et il avait conduit à prendre une retraite bien méritée à Sainte-Hélène. Et Nicolas ne porterait pas plainte tout simplement parce que malgré les quelques menus défauts, et petits défauts forcément, que certains salopards osent lui inventer, c'est un fervent défenseur de la liberté d'expression et de la démocratie. Le problème de Nicolas, si tant est qu'on puisse supposer qu'il y aurait un problème, ce que je nierai farouchement jusqu'à l'arrachage de mon dernier œil,
c'est que, contrairement au plafond d'une tente et à celui d'une cave, le plafond de l'Élysée, dont on a tous vu des images à la télévision, est immense. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il peut faire, Nicolas? Torturer, ça se fait plus. Il n'aime pas le camping, alors il va tout de même pas aller camper dans le bois de Boulogne au risque qu'un matin on le retrouve mort de froid et tout recroquevillé. Enfin, encore plus petit, donc c'est quand même pas des images que Jean-Pierre Pernaut peut montrer à TF1. Alors doit-il, pour compenser ce drame intérieur, aller consulter un psychiatre, ou doit-il, comme d'autres dirigeants de petite taille par le passé, avec lesquels je vous rappelle qu'il n'y a aucun rapport, doit-il se soigner lui-même par automédication comme les autres, quoi, je veux dire, avec des dégâts collatéraux qu'on connaît, démolition des services publics, muselage de la presse et des syndicats, suppression des juges d'instruction, déguisement bling-bling ridicule, tour d'avion en habit de Zorro à en faire péter la couche d'ozone, etc., etc. Les avions d'ailleurs dans lesquels le plafond est plus bas, c'est peut-être pour ça qu'il y va souvent. Bon, le fait qu'il ait épousé une géante à qui il doit toujours parler en levant la tête, est-il un risque d'aggravation des symptômes? Je pense que non. Je crois que ces menus soucis pourraient être oubliés s'il allait tout simplement habiter dans les Landes et s'il apprenait à marcher sur des échasses. Il pourrait même en profiter pour élever des moutons à plein temps, pourquoi pas. Il en a l'expérience puisqu'il a déjà dressé plein de larbins bêlants à l'UMP pour qu'il lui vote tous ses caprices. Et comme ça fait des années que Xavier Bertrand lui lèche la main, il pourrait même le seconder comme chien de berger. Vu la longueur et l'agilité de sa langue, même perché tout en haut, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de continuer. À la semaine prochaine.